Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour les contrepoints de la santé avec Pascal Morel, Renaud Degas et Françoise Millet. Nous allons débattre des données de santé. Volontarisme ou vigilance, avons-nous titré. Les données de santé offrent des perspectives considérables dont on n'est qu'aux prémices. Les bouleversements sont devant nous, pour le meilleur ou peut-être pour le pire. On constate aujourd'hui une accélération des concepts et des acteurs, bien sûr avec la création ce mois-ci du Health Data Hub, le bras armé de l'État, mais aussi avec la convoitise grandissante de certains à l'international, mais aussi en France pour ces fameuses données. Qui a les données a le pouvoir, dit-on. On va voir si c'est vrai. Comment concrètement y voir plus clair et surtout comment se préparer à cette évolution et saisir les opportunités. Nous vous proposons donc d'en débattre avec Stéphanie Combe, qui est directrice du Health Data Hub. Vous êtes polytechnicienne et vous avez entre autres travaillé à l'INSEE sur les big data et au ministère de l'économie sur les problématiques de microéconomie industrielle dans le secteur de l'énergie et sur la prévision de court terme de la croissance économique française. C'est dire que vous êtes la personne de la situation. Professeur Laure Fournier, vous êtes radiologue, vous êtes du service de radiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, membre de la Société française de radiologie, qui a lancé il y a 1 an et demi le projet Dream France IA. Alors qu'est-ce que c'est que le projet Dream France IA? Dream, c'est Data, Radiologie, Imagerie Médicale, qui rassemble l'ensemble des radiologues et vise à constituer la base de données et d'imagerie la plus importante du monde. Vous nous direz où on en est. David Gruson, que tout le monde connaît, qui a été récemment nommé au comité pilote d'éthique du numérique et aussi président d'éthique IA toujours pour intelligence artificielle, et Pierre-Alain Raffin, qui est député de l'Essonne et qui a récemment alerté sur les risques du traitement, de la gestion, de l'utilisation des données de santé. Vous pouvez poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Contrepoint Santé. Renaud Degas versera vos questions, vos commentaires au débat au cours de cette heure. Merci à nos partenaires, BVA, Canon Médical, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et Care. Pascal, première question. Oui, première question. Bonjour à tous d'abord et merci à celles et ceux qui nous ont rejoints ici dans le magnifique restaurant Opéra de Paris, qui ont bravé les difficultés. Vous avez vu, Philippe, qu'il y a beaucoup de marcheurs dans Paris. Oui, beaucoup de marcheurs. Voilà, tout le monde est en marche, visiblement. Stéphanie Combe, on est content de vous rencontrer. Ce Health Data Hub, c'est effectivement, j'allais dire, un premier élément qui s'intéresse à ces data, une structure, hyperstructure peut-être même, pourrait-on dire? Structure, c'est bien, je pense. D'accord. Et qui a été créée, cette plateforme, et qui s'occupe donc de bases de données, surtout médico-administratives? Non, mais je pourrais préciser, l'idée c'est plutôt d'aller au-delà du système national des données de santé historique qui porte précisément sur les feuilles de soins de l'assurance maladie. Mais ce n'est pas les seules données concernées. Le Health Data Hub va viser à décloisonner les sources de données de santé pour la réutilisation secondaire des données. Et donc, on a cette base médico-administrative qui est extrêmement riche et intéressante en France parce qu'elle porte sur l'ensemble de la population française, mais on a aussi des cohortes épidémiologiques très intéressantes et réputées au niveau international, des registres, des données hospitalières dont j'imagine qu'on aura l'occasion de reparler. Donc il y a vraiment un patrimoine de données de santé très intéressant sur l'ensemble du territoire. Et Stéphanie, dans votre lieu de pilotage, vous venez, vous, de l'adresse, c'est ça? Comme M. Aubert, d'ailleurs? Oui, tout à fait. Il est encore à l'adresse? Encore aujourd'hui. Il va où? Je ne veux pas communiquer cette information. Vous n'êtes pas en charge de la communication de M. Aubert, c'est ça? C'est ça. Il y a beaucoup de changements dans ce monde des data, et en tout cas de l'administration. Il y a eu beaucoup de changements, de nouvelles organisations, non? On s'y perd un peu. Vous voulez nous rappeler peut-être l'organisation générale? Sur notre projet, effectivement, c'est un projet qui a été incubé en quelque sorte à l'adresse depuis maintenant un peu plus d'1 an, puisqu'il y avait eu le fameux rapport de Cédric Villani qui pointait l'importance de partager les données, et en particulier dans le secteur de la santé, qui était jugé prioritaire. Et on avait fait une mission de préfiguration à l'été 2018, avec 3 experts du domaine, mais j'étais à l'époque rapporteur de cette mission à l'adresse. Et ensuite, la ministre nous a confié effectivement de mettre en œuvre la feuille de route qui était proposée par le groupe de travail. Et donc ça a fait depuis une grosse année qu'on incube le projet au sein du ministère en lien étroit avec l'Institut national des données de santé, puisque l'Institut national des données de santé est une structure qui préexistait et qui s'est transformée en Health Data Hub. Donc, que fait M. Macquart dans l'affaire? M. Macquart, du coup, est aujourd'hui le président. Précisons qui est M. Macquart.
Aujourd'hui, il est le président du Health Data Hub. Donc, président aussi de la Cité des sciences et technologies. Oui, tout à fait. Et l'ancien directeur de cabinet de Marisol Touraine. Oui, c'est ce que je voulais préciser. C'est ce que Pascal Morel sous-entendait. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut considérer que ce Health Data Hub, c'est un guichet unique? Est-ce que c'est un bon terme, ça? Oui, tout à fait. En fait, il reprend les missions de l'Institut national des données de santé, qui était déjà le guichet unique des demandes d'accès aux données de santé, mais c'était un rôle surtout administratif. C'est-à-dire que l'idée était d'accompagner les demandeurs dans les procédures d'autorisation CNIL, dans la compréhension des dossiers à renseigner. L'idée du Health Data Hub, c'est d'aller un cran plus loin dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'autorisation à traiter les données, on est un porteur de projet, on a défini notre projet, on est autorisé à traiter les données. Souvent, la question d'après, c'est où est-ce qu'on va pouvoir traiter ces données, c'est-à-dire où est-ce qu'on va pouvoir réaliser le développement d'algorithmes ou de requêtes statistiques, etc. Donc, la proposition de valeur du Health Data Hub, c'est d'offrir la plateforme sécurisée qui va permettre de créer les extractions de données, les chaînages, puisque beaucoup d'acteurs vont vouloir rassembler des jeux de données différents pour avoir plus de puissance statistique ou faire des études plus riches, dans une plateforme sécurisée avec des capacités à développer avec des logiciels à l'état de l'art, puisqu'on a une communauté d'ingénieurs et de data scientists en France très dynamique qui utilisent des outils très modernes, de la capacité de calcul, mais aussi un très haut niveau de sécurité, puisqu'on parle quand même de données de santé qui sont sensibles. Et Pascal, les données de santé, il y en a beaucoup. Le Health Data Hub, c'est le bras armé de l'État, donc c'est public. Et les données de santé, c'est les données des médecins de ville, c'est les données des entrepôts des hôpitaux, de la biologie, de la radiologie. Quelles exactement données allez-vous avoir? Est-ce que vous allez rassembler toutes ces données? Puis on verra, après on posera la question à David Raison, à qui appartiennent ces données? Et je rajoute simplement, pour avec une petite vision un peu administrative, l'Institut national des données de santé disparaît? Il se transforme. Il s'est déjà transformé, en fait, puisque le Health Data Hub a été créé le 30 novembre. Donc, les personnes qui travaillaient à l'INDS sont aujourd'hui... Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'on a quand même nommé un président la semaine dernière, non? Monsieur Macquart, c'est quand? À la création, il a été élu lors de la première Assemblée générale, mais il avait déjà été élu président de l'INDS il y a quelques Pour qu'on soit clair, Stéphanie Combe, le SDNDS, le Système national des données de santé, se transforme avec armes et bagages en Health Data Hub. Alors, l'INDS, du coup, la structure qui permettait aux acteurs d'accéder aux données, aux porteurs de projets, se transforme en Health Data Hub. Donc, c'est une structure qui existait déjà, qui avait déjà des missions, mais qui sont élargies avec un financement beaucoup plus important, des équipes beaucoup plus importantes et une offre de valeur technologique, ce qui n'était pas du tout le cas de l'INDS, qui était un petit institut de moins de 10 personnes qui accompagnait surtout sur le plan administratif les demandeurs. Alors, pour répondre à ma question... Tout se transforme pour que tout change. Voilà, Philippe, exactement. Ce n'est pas... oui. D'accord. Alors, pour répondre à ma question, de quelles données vous allez disposer? Est-ce que vous allez prendre toutes les données, privées, publiques, parapubliques, internationales? Donc effectivement, il faut rester pragmatique. Donc l'idée, c'est de définir ce qu'on a appelé un catalogue de données. Donc en gros, on ne va pas évidemment pouvoir rassembler dans une plateforme toutes les données de santé du pays, et puis ça n'aurait pas forcément de sens, et puis ce serait techniquement et financièrement sans doute impossible. En revanche, on identifie bien des jeux de données qui sont très intéressants, qui sont identifiés d'ailleurs pas spécialement par le ministère, mais par la communauté d'utilisateurs potentiels, par les experts. Donc on va avoir des très belles cohortes, des registres, les entrepôts hospitaliers qui se mettent en place sur le territoire. Ce n'est pas non plus tous les établissements hospitaliers. Il y en a certains qui sont en train de s'organiser. Enfin, la PHP est un entrepôt quand même, où il y a des milliards de données. Oui, bien sûr. Mais vous allez toutes les prendre? Non, justement, l'idée, c'est de concevoir ce catalogue, c'est-à-dire de définir avec les acteurs des périmètres de données où on a intérêt de les partager à la communauté à travers la plateforme. Donc, un entrepôt, c'est déjà un point de collecte où les données vont être extraites, notamment des logiciels, pour tout ce qui est données hospitalières, où elles vont être mises en forme, où elles vont être standardisées, documentées, etc. Donc, c'est un petit peu pour nous, la PHP joue un petit peu le même rôle que la CNAM sur les feuilles de soins. Et le Health Data Hub n'a pas vocation à remplacer ce rôle-là. Par contre, ils peuvent aider à valoriser les données auprès de chercheurs, auprès d'acteurs de l'innovation, en offrant des technologies sécurisées et modernes de traitement. Donc vous allez choisir les données en fonction des récolteurs, si tu veux dire. C'est ça, on va déterminer un catalogue en partenariat avec les acteurs. Donc on a déjà monté un groupe de travail sur le sujet. Et ce catalogue sera décrit dans un arrêté qui sera pris en février-mars à peu près. Donc vous dites, pardon. La radiologie, on va y arriver. Oui, Est-ce que vous allez donner vos données, Pascal? Et peut-être juste avant de passer la parole à Laure Fournier, simplement pour évacuer la question, encore
il faut sans doute s'y pencher assez profondément, les assureurs, l'industrie, notamment du médicament, mais pas que, vous allez utiliser leurs données. Comment ça va marcher tout ça avec eux ? C'est vrai que la loi organisation et transformation du système de santé, dans son article 41, a beaucoup élargi le périmètre et qu'on a des données qui sont à destination des professionnels de santé et associées à un remboursement de l'assurance maladie qui peuvent être détenues par des acteurs privés. Donc il y a un travail effectivement à faire avec ceux qui les détiennent pour, pareil, préciser le périmètre, voir sur quelles conditions elles pourront être partagées. Dans les projets pilotes qu'on avait retenus lors de notre appel à projet de début d'année, on a déjà un acteur tel que Malakoff Médéric qui est prêt à partager une partie de ces données sous forme de chaînage avec les données de l'assurance maladie pour avoir une meilleure vision de la prise en charge. Et le Vidal aussi partage ses données ? Ou Ouais, utilise vos données ? Il y a un projet effectivement, Oui. et il y a des données qui seraient très intéressantes à être partagées, mais c'est pareil, il faut discuter avec eux du périmètre. D'accord. Alors, la radiologie... Alors, la radiologie, vous êtes Laure Fournier, à la tête ou avec notamment la Société française de radiologie, à la tête ou en tout cas dans un grand chantier d'abord d'intelligence artificielle. On vous connaît pour vos interventions sur ce sujet, mais également effectivement autour des bases de données de DREAM. Philippe l'a introduit. Alors la question, c'est effectivement les radiologues sont probablement, peut-être, on s'imagine, à la pointe de ces sujets parce que ça les intéresse tant pour l'évolution de leur discipline que parce que la radiologie, c'est l'image, c'est des données, c'est beaucoup de données. Enfin, expliquez-nous ça en quelques mots, Claire. Oui, si c'est possible. Je vais essayer d'être claire. Oui, effectivement, je pense que nous, radiologues, on est très investis en fait dans cette problématique à la fois des données et des outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir et qui sont déjà en cours de développement sur les images. D'une part parce qu'en fait, on profite en imagerie médicale de tous les développements qui ont été faits sur les images de tous les jours, les reconnaissances de chats sur Internet, etc. En fait, cette technologie, elle est en train de se transférer avec évidemment du travail supplémentaire à l'imagerie médicale. Donc cette explosion technologique va nous bénéficier et c'est... extrêmement excitant. Alors au début ça a fait un petit peu peur parce que je vais le dire parce qu'on nous le dit toujours, donc je préfère le dire moi-même. On nous a dit qu'on allait disparaître, remplacés par des ordinateurs qui allaient analyser nos images. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans cet état d'esprit, mais par contre du coup ça nous a mis un petit peu d'abord sur le devant de la scène et en plus dans l'obligation de saisir cette problématique. Oui. Est-ce qu'un médecin comme vous, et notamment un radiologue, êtes-vous, si je comprends bien, vous êtes à la fois utilisateur de données, parce que vous êtes chercheuse vous-même, et également en fait producteur de données, parce que c'est en fait vous récupérez les données de vos patients, c'est ça ? Oui, alors j'ai envie de dire qu'en tant que médecin, on a 3 positions. On est d'abord médecin et donc on a des patients qui nous confient... j'ai pas envie de dire leurs données de santé parce que quand on est dans la relation humaine avec le patient, on n'est pas en train de parler de données, on est en train de parler de sa vie, de sa maladie, de ce qu'on peut faire pour lui et de ses images individuelles. Mais c'est vrai que ça devient à une échelle un petit peu au-dessus une donnée qui peut bénéficier à la recherche. Et c'est vrai que du coup, on a aussi ce chapeau en tant que chercheur d'avoir envie de regrouper ces données puis de les utiliser pour bénéficier pour pouvoir avancer en fait, pour pouvoir mettre en œuvre ces développements. Mais ces données, qu'est-ce que vous allez en faire précisément, concrètement ? Parce que c'est énorme, votre projet, il est colossal. Alors vous allez créer un entrepôt, ça coûte cher, vous allez les archiver, les classer, les organiser. Concrètement, vous en êtes où ? Oui, alors, est-ce que je prolonge, je peux prolonger la Pascal. question de Philippe. Est-ce que vous avez franchement, vous à la fois agent du service public, mais aussi médecin, est-ce que vous aurez les moyens suffisant pour faire face à tous ces grands enjeux technologiques et surtout les grands appétits. On va y arriver, ça, les autres. Alors peut-être que je peux commencer par expliquer ce que c'est que Dream France IA, peut-être quand même. Je vais quand même faire un petit aparté sur Dream France IA parce que effectivement, il y a le Health Data Hub, donc on a envie de dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de Dream France IA, parce que les images, c'est quand même une donnée qui est un peu différente des données texte ou chiffres ou choses comme ça. Donc ça demande à la fois une infrastructure différente pour les stocker, des outils différents pour les interroger, et puis ça représente des algorithmes d'intelligence artificielle, puisqu'on parle de ça, spécifiques. Donc c'est vrai que l'imagerie est un petit peu à part. Et c'est pour ça que Dream France IA a une place, parce que il se veut le pendant imagerie du Health Data Hub.
Est-ce que vous aurez ça les moyens? l'ambition. Est-ce que vous aurez les moyens Alors, on a les moyens. La première chose, la première force de l'imagerie, c'est qu'on est numérique depuis des dizaines d'années. Ouais. On va dire entre 10 et 20 ans, ça dépend un petit peu des endroits. Donc, on a déjà des données qui sont en état d'être stockées et interrogées. Donc ça, c'est la grande force, je pense, de l'imagerie. La deuxième chose, c'est que donc il y a le groupement interprofessionnel des radiologues qui regroupe à la fois les radiologues libéraux, hospitaliers, universitaires, etc. On a cette unité dans notre spécialité qui fait qu'on a pu tous se mettre autour d'une table. Et je parle vraiment en leur nom, et je suis qu'une personne parmi ce groupe de personnes, mais on a pu se mettre autour d'une table et se mettre d'accord, de travailler ensemble. Donc ça, je pense que c'est une énorme force. D'accord. La FNMR et la Société française de radiologie, donc les médecins libéraux et les médecins, la société savante ont investi de l'argent pour créer Dream France-IA. Bien sûr, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. C'est une énorme structure. Il y a des choses qui seront très simples à faire. Par exemple, extraire la dose d'irradiation de rayons X que les patients ont reçue au cours d'un examen. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement facile. Donc, on va commencer par les choses simples. Et puis après, on va faire des choses plus complexes. C'est dans un but franchement plutôt de recherche, de prévention, d'analyse, de suivi que vous montez cette base de données radiologiques spécifiques. Et deuxième question, est-elle nationale, internationale? Troisième question, est-ce qu'elle implique également des intérêts privés, c'est-à-dire industriels? Alors, d'abord... Je pose vite les questions parce que sinon Philippe me coupe. Donc, est-ce qu'elle est nationale? Elle est nationale. Elle n'est pas internationale, mais elle a pour objectif d'interagir avec les bases de données européennes. D'ailleurs, on a déposé Dream est partenaire de 2 projets européens pour participer à des entrepôts de données de santé en cancérologie. Donc, clairement, c'est une ambition, effectivement, pas littéralement de partager les données, mais de partager le savoir et de partager la recherche. Maintenant, j'ai perdu vos autres questions. Les industriels, notamment. Les industriels. Comment vous êtes financé, oui? Alors, pour l'instant, j'espère que nous recevrons du soutien. Non, mais du soutien du gouvernement. Enfin, il y a le Health Data Hub connaît très bien notre structure. On candidate à des projets européens, on candidate à des projets français. Et justement, quelles vont être vos relations avec le Health Data Hub? Est-ce que vous allez verser à un moment donné toutes vos données au Health Data Hub, ou est-ce que le Health Data Hub va vous demander, tiens, j'aimerais avoir telle ou telle donnée? Vous en êtes où? Nulle part. Alors, aujourd'hui, dans le groupe de travail qu'on avait fait effectivement pour identifier la première vague du catalogue qui a amené à évoluer dans le temps, parce qu'il faut être pragmatique, on va commencer avec un petit nombre de bases. La Société française de radiologie était bien présente, donc il y avait le sujet de commencer à travailler ensemble sur un registre de dosimétrie. Après, je pense qu'on a intérêt d'avoir des acteurs comme ça qui ont toute l'expertise métier et qui peuvent être en capacité de rassembler un certain nombre de données sur un champ particulier, et que le moment où on va vouloir les croiser avec d'autres données, et moi je pense que ça va être indispensable et d'un intérêt majeur d'avoir tout le parcours de soins avant, après l'image pour pouvoir améliorer les algorithmes, et aussi industrialiser peut-être aussi une partie de la notation qui est la partie coûteuse, où pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle, on a besoin d'avoir quand même une base à noter avec les informations qu'on va vouloir prédire sur les autres données. Et ça, si on peut utiliser d'autres sources de données pour faciliter ce travail d'annotation, ça nous fera gagner un temps considérable, je pense. Donc c'est à cet endroit, pour les croisements et pour l'ouverture peut-être à des communautés larges d'utilisateurs de cette base-là, que le Health Data Hub pourra s'interagir. Moi, j'ai remarqué, je crois qu'on est dans le sujet, j'ai bien relu leur communiqué de presse, là, que les médecins généralistes, notamment les syndicats de médecins généralistes, nous ont passé il y a quelques heures. En fait, il y a même une expérience 100 000 médecins.org, je crois 100 000. En réalité, on sent que derrière, les enjeux de ces bases de données, c'est pour les chercheurs, peut-être pour les universitaires, mais on y reviendra d'ailleurs. Mais est-ce que c'est également pour la médecine de tous les jours? Enfin, est-ce qu'ils vont à la fois produire et pouvoir utiliser des données? Parce que produire, c'est justement, Pascal, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. À qui appartiennent ces données? Et David Gruson, vous êtes un spécialiste de l'éthique, c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce qu'elles appartiennent aux patients? Non. Est-ce qu'elles appartiennent aux médecins? Non.
Est-ce qu'elles appartiennent aux Elsatom? Non, elles appartiennent à tout le monde. Quelle est la réglementation précise sur ce point? Alors, j'ai envie de vous répondre que, et c'est pas de la provoque, que c'est une question essentielle, mais qui n'a aucun intérêt opérationnel. Merci de votre réponse. Non, mais c'est bien d'avoir un invité qui dit la vérité à notre, à notre animateur Philippe Leduc. Je m'explique. Je Il vous va pas réponds. s'en remettre. Non, mais les patients, ils ne sont pas de cet avis-là. Je vous réponds en droit, et puis après je vous explique pourquoi ça en fait finalement assez peu d'intérêt. En droit, vous avez en fait deux positions polaires. La position qui est finalement peut-être la plus proche de ce qu'on pourrait être considéré comme le droit positif, c'est l'idée de dire que les données de santé m'appartiennent parce qu'elles sont comme patient, parce qu'elles sont le prolongement de ma corporéité et que vous avez un principe qui est issu de la première loi de bioéthique de 1994 qui dit que les éléments rattachables au corps humain ne sont pas appropriables. Donc c'est un prolongement de la donnée de santé, ça m'appartient. C'est développé à partir de là la réglementation européenne, le règlement général sur la protection des données. Et là, David Guzzo, on distingue bien les données médicales, quelque Oui. part, de les données qu'on met sur son smartphone. Hein. Et On parle de quoi, là, précisément? Alors, vous avez un environnement de données de santé au sens large, Oui. qui sont des éléments qualifiants, qui ont à voir aussi bien avec le dossier médical que des données de santé, données de bien-être plus larges. D'accord. Le RGPD ne les distingue pas. Donc ça, c'est la première position. Deuxième position, que vous avez déjà entendu tenir par une série d'acteurs, l'idée que, comme on est dans un environnement de financement très socialisé, que la sécurité sociale permet 80% du financement du système, ces données de santé en fait appartiennent à la collectivité et il y a un intérêt de partage. Vous voyez, il y a deux Les données qui sont financées par une collectivité, c'est-à-dire l'assurance maladie, tout ça, donc à partir du moment où appartiennent à tout le monde. à partir du moment où on a un financement très socialisé, il serait logique que ces données soient mises en partage et que finalement elles appartiennent à des intérêts ou des éléments de traitement collectif. C'est un bien commun, comme on Voilà, donc vous voyez, il y a les deux positions et vous comprenez bien que les deux positions ont chacune leur justification, soit l'appropriation individuelle, soit le bien commun. Alors pourquoi ce débat-là qui est très important, et vous voyez bien qu'en France on serait capable de tenir des heures et des heures de discussion. J'avais fait il y a quelques mois un débat avec quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est un philosophe libéral qui s'appelle Gaspard Koenig et qui lui tient la position de dire les données m'appartiennent. Donc je les vends. Donc du coup, je suis maître de pouvoir les vendre à Google. Et vous voyez bien que sa position, c'est là où on arrive sur le côté pas opérationnel de la chose, est très intéressante philosophiquement, mais si je suis tout seul à discuter avec Google, je n'ai aucune capacité de négociation. C'est pour ça, et ça rejoint les interventions précédentes, qu'il est majeur de finalement dépasser par le concret cette opposition théorique en créant des cadres de confiance dans lesquels en fait on va réconcilier la protection de l'intérêt individuel des données du patient et la nécessité d'avancer vers l'intérêt général et d'éléments de partage. C'est ça le sens, une des justifications au fond du hub, du Elsatom, mais aussi de cadres de collecte sous égide des professions. Et c'est pour ça que vous voyez la question de l'articulation opérationnelle entre des vecteurs qui, pour moi, sont des vecteurs aussi bien l'un que l'autre de cadres de confiance, sous égide des pouvoirs publics, sous égide d'une société savante. Il faut trouver le cadre de branchement, parce que c'est cette voie-là qui permettra de dépasser l'opposition un peu théorique. La donnée est un bien commun, mais le traitement de la donnée, la mise en valeur de la donnée, l'organisation de la donnée, ça devient une donnée privée ou pas? Un bien privé? Et je voudrais compléter parce que tu vas poser une autre question, je te vois. Non, David Guzzo, répondez. C'est le même sujet. Oui. Pour traiter de cette question, pour aller un petit peu plus loin, nos amis là de Carte Blanche nous ont fait passer une petite fiche, une note que l'on a distribuée. Et je vous lis la phrase, je voulais avoir votre avis. Pour traiter et analyser les données du SNDS, les laboratoires pharmaceutiques et les assureurs doivent passer obligatoirement par un bureau d'études. C'est ça un cadre de confiance? Je n'ai pas bien compris. Oui, l'idée de cadre de confiance, c'est l'idée de dire que il faut pouvoir se raccrocher à des éléments de garantie sous égide des pouvoirs publics ou sous égide d'acteurs qui sont baqués par eux, baqués par une notion d'intérêt légitime. Soutenu, pardon. Et donc, c'est pas beau en plus. Pas très joli. Et donc, finalement, cette notion d'intérêt légitime, qui est une notion qui figure en propre dans le RGPD, comment est-ce qu'on la justifie? Comment est-ce qu'on la qualifie? Et vous comprenez bien que cette notion d'intérêt légitime, elle peut se présumer à partir du moment où on est dans un cadre public
mises en place par les pouvoirs publics, mais que si on en reste à un cadre 100% administratif et public, là on tombe dans l'excès de centralisation, l'excès de suradministration, et il y a le risque que ce qui relève de l'initiative privée, ce qui relève aussi de l'initiative libérale côté médical, soit bloqué, et qu'à ce moment-là, ces acteurs-là, si on ne leur offre qu'un cadre trop centralisé, trop administratif, s'échappent et viennent discuter avec des acteurs qui sont des acteurs... David oui. Gouison, autres, plus industriels. Oui. voilà, mais Oui. dans le Health Data Hub, pour accéder à ces données, il faut un intérêt public. Hein, c'est ça. Donc si on a un intérêt privé qui peut rejoindre un intérêt public plus tard, ça marche pas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Attention, Précision, oui. c'est la notion d'intérêt légitime. Hein. Alors c'est quoi l'intérêt légitime par rapport à l'intérêt public? Vous comprenez bien la notion, c'est-à-dire que des acteurs qui interviennent dans des environnements juridiques de droit privé peuvent très bien venir solliciter les équipes du hub pour un intérêt général qui sera reconnu comme un intérêt légitime à l'échelle du système de santé. Là, ce qui est important, c'est de répondre au cadre qui est un cadre juridique issu de que la loi de santé récente a repeigné, a complété. Il faut qu'on soit dans des objets de traitement qui répondent à des motifs d'intérêt général. Et ces motifs d'intérêt général, ils peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être des traitements d'origine épidémiologique, ça peut être améliorer la santé publique, ça peut être aussi participer à la conception d'outils innovants, d'algorithmes de pilotage, d'algorithmes de diagnostic. Des difficultés sur cette définition d'intérêt général? Il y a un travail qui avait été fait par l'Institut national des données de santé sur la doctrine d'intérêt public, effectivement, parce que ce n'est pas forcément trivial à définir, mais je rejoins totalement ce que dit David. Il faut bien distinguer le fait de poursuivre quelque chose qui va bénéficier à la société du fait que ce soit strictement public, au sens où des acteurs privés ne pourraient pas y contribuer, ou même développer des logiciels qui sont susceptibles d'être commercialisés. Et l'intérêt général, c'est le même en France et en Europe et en Allemagne, etc. Alors, vous mettez le doigt sur finalement l'autre élément déterminant qui amène finalement à devoir dépasser nos approches peut-être un peu fractales, comme on sait bien les porter parfois en France. Les données fractales. Ouais, c'est qu'il y a un facteur temps. C'est qu'en réalité, on a très concrètement 1 an maximum devant nous pour définir ces clés de fonctionnement opérationnel. Pourquoi ? Parce que le risque principal pour nos données, là je parle comme patient, je parle aussi comme citoyen, il n'est pas l'immixion dans le hub d'acteurs industriels ou économiques nationaux, c'est l'exfiltration de nos données hors du périmètre européen, hors du périmètre de protection du RGPD sous notre propre initiative. Vous avez déjà 150 000 Français qui ont envoyé leurs cheveux ou leur salive pour aller faire des tests génétiques sur sur des interfaces numériques qui sont hors du périmètre du RGPD. On passe tous les jours, et j'en suis un exemple. Vous l'avez fait, vous ? Non, pas les tests génétiques. Par contre, sur les réseaux sociaux, ça m'arrive de mettre des éléments qui sont indicateurs de mon état de santé. Je vais bien, ou je vais moins bien. Oui. Et ces éléments-là correspondent en fait à de l'exfiltration de données de santé sur des interfaces numériques. Je suis sur une plage aux Bahamas. Non, alors moi c'est plutôt dans le Pas-de-Calais, mais franchement c'est bien mieux que les Bahamas, que je connais pas malheureusement. Bon. Et alors, Laure Fournier, est-ce que vous allez adopter la même doctrine que le Health Data Hub, ces données que vous allez réunir, ça va me prendre un peu de temps. Enfin, vous les avez déjà, mais il faut un peu les structurer. Est-ce que vous mettez la même doctrine d'appartenance et d'utilisation que le Health Data Hub ? Enfin, oui, bien sûr. De toute façon, on va se situer dans le cadre juridique français. Je pense que, moi qui travaille avec des collègues européens, en France, les données de santé sont quand même très protégées. On a cette expérience, on a cette histoire. Donc, personnellement, que ce soit en tant que médecin, en tant que citoyenne, j'ai confiance. Il faut mettre ces éléments en place, mais j'ai quand même confiance, on en est capable, on l'a déjà fait. Alors, David, justement, participe est responsable, en fait, du comité d'éthique de Dream Francia. Donc, il y a un comité d'éthique qui est là pour garantir ça, pour définir les conditions d'utilisation. Il y a un comité scientifique dont je fais partie et qui est dirigé par Marc Zins, qui est là pour s'assurer que scientifiquement, ça a un sens, parce que utiliser éthiquement des données, c'est aussi les utiliser à bon escient, on va dire scientifiquement. Donc oui, bien sûr, il y aura les mêmes garanties. Moi, je reviens sur ma question. Est-ce que l'on a une même vision en Europe Non.
de ces données. Et alors, je lis toujours dans cette petite note-là que nos amis de Carte Blanche nous ont passée, ont distribué, l'une des mesures les plus urgentes est de mettre en place une agence européenne de la donnée médicale, et c'est monsieur Jean-Gabriel Ganassia, que l'on connaît, qui a dit ça. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Alors déjà, la notion qu'il n'y aurait pas d'harmonisation européenne n'est pas tout à fait exacte. On a un cadre de protection des données qui est le cadre réglementaire du RGPD. Qui est un cadre commun et qui est, pour moi, une des vraies belles réussites de l'intégration européenne. C'est un succès extraordinaire de l'Europe, quand même. Et on peut le critiquer sur certains points, trop formaliste sur certains aspects, mais en pratique, c'est un exemple qui montre que quand l'Europe porte une voix commune sur ces sujets-là, elle peut aussi amener les grands acteurs, GAFAM, BATX, à jouer sous ces règles. Alors pour des raisons d'intérêt éthique peut-être, pour des raisons d'intérêt bassement capitalistique certainement, en tout cas par effet d'attractivité du marché européen. Donc ça c'est le premier point. Deuxième notion, et là la proposition a du sens, l'idée de dire qu'il faut aller plus loin et peut-être avoir un intégrateur de pilotage par les données, un agrégateur de ces données pour concevoir des outils d'IA, de data management au niveau européen. En gros, un Health Data Hub européen. Alors ça, j'entends la proposition, je pense qu'on en partagera tous le bon sens. Néanmoins, mes heures de vol au compteur dans la machinerie technocratique nationale et européenne montrent qu'il y a un moment où il faut commencer quelque part et que c'est très bien qu'on ait commencé en France, ouais, en Europe. C'est très bien que la France. Philippe, est-ce qu'on parle de ceux qui fâchent? Voilà, exact. Ouais. Non, tout à l'heure. Oui, on attend mais encore alors, un petit peu. donc c'est très bien d'avoir commencé quelque part. En revanche, et là c'est le constat plus critique, l'étape d'après et l'impulsion qui serait donnée pour concevoir le hub européen à partir de l'initiative française ou d'autres initiatives, pour le moment on le voit pas trop, on le mesure pas trop. Justement, alors qu'est-ce qu'en pensent les Français? Est-ce qu'ils ont peur de gaspiller leurs données? Est-ce qu'ils ont peur qu'on leur prenne leurs données? Odile Peixoto de BVA va nous faire un petit point circonstancié sur la vision des Français, leur crainte ou non sur les données de santé. Voilà, donc les éléments dont je vais vous parler sont issus de la dernière édition de notre baromètre des tendances santé. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais me limiter aux données de santé parce qu'on a aussi des choses sur l'intelligence artificielle, mais ça je ne l'aborderai pas. Ça a été dit par le professeur Fournier, effectivement, les Français n'ont pas tellement conscience des enjeux parce que jusqu'à présent, ils ont été extrêmement protégés. D'abord, l'assurance maladie, pendant des années, a bunkérisé les datas. Hein. Ça a été très dur déjà d'arriver à ce Health Data Hub aujourd'hui. Il y a eu la CNIL aussi qui a fait un travail pendant des années formidable de protection. Et puis ce RGPD, effectivement, qui est quand même un succès. Donc il y a un contexte global où il n'y a pas eu de scandale, donc il y a un sentiment de protection. Du coup, ils ont des attentes énormes par rapport aux applications concrètes de ce que le numérique peut leur apporter à eux. Et notamment, par exemple, il y a 89% des Français qui aspirent à avoir leur dossier médical en ligne, le fameux DMP. Ça, c'est quelque chose qui représente une grosse attente. Pour 84% des Français, ils estiment qu'avec ça, ils auront un meilleur suivi. 76% disent qu'il y aura moins de redondance de soins. Ça va être un outil pour le fameux patient empowerment pour 64%, hein, des gens qui vont dire on sera plus engagé, plus proactif vis-à-vis de notre santé. Il y a quand même un Français sur deux, 52%, qui reste sur ses gardes en disant il y a quand même un risque sur la confidentialité des données, mais cette tendance-là chute. Vous voyez, on est à moins 14 points par rapport à 2018. Donc on a quand même globalement plutôt une attente et une envie d'aller vers cette santé numérique et ces datas. Ils veulent aller même plus loin puisqu'ils attendent des outils pour la prévention. Ils aimeraient bien avoir sur leur application une appli dédiée avec la mesure simple de paramètres de santé, le taux de glucose dans le sang, la tension, le pouls, un truc qui leur dit tous les matins, vous allez pas mal, vous pouvez aller travailler, il n'y a pas de problème, attention à les consulter. Ça, c'est attendu par 81% des Français. Donc, il y a une forte attente. Aujourd'hui, on en est loin de ce 84%, de ce 81% qui a ces données de santé en ligne, puisque aujourd'hui, on n'a que 18% des Français qui déclarent consulter leur dossier médical en ligne, 20% qui déclarent utiliser des objets connectés pour suivre leur état de santé ou celui de leurs proches. Mais ça progresse, hein, puisqu'on a plus 5 points par rapport à 2018, on n'était qu'à 15%. Et on a même 10% de la population qui nous déclare échanger avec leur médecin
à partir de ces données connectées. Donc, on a quand même, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez confiance dans les applis ou objets de santé en raison du risque de piratage des données, on a effectivement 60% des Français qui nous disent « je n'ai pas confiance ». Donc quand on leur met le nez sur ce problème potentiel, ils disent à 60% seulement, finalement, pas 90%, vous voyez, il y a quand même déjà plus d'un tiers des Français qui ne voient pas de problème, parce que justement, il n'y en a jamais eu. Et cette tendance de confiance progresse. On est plutôt dans un climat de progression. Il y a même 34% des Français qui nous disent « moi, je ne vois aucun problème à confier mes données à des entreprises qui me proposent des applications intéressantes pour surveiller ma santé ». Donc, on a plutôt un climat de confiance. Quand on croise, alors on a croisé 2 indicateurs sur des échelles d'accord. D'une part, l'indicateur dont je vous ai parlé sur les 60% qui disent « j'ai pas confiance en raison du piratage de la donnée ». Et puis le niveau de confiance, j'ai confiance dans les nouvelles technos pour établir des bilans de santé accessibles sur mon smartphone. Donc on s'aperçoit qu'on a 23% des gens qui ne croient pas au piratage des données, qui sont confiants, qui croient à la fiabilité de ces applications de bilan de santé sur leur smartphone. Donc 23% des Français qui sont super confiants. Vous avez 22% qui sont qui sont méfiants par rapport à la sécurité des données, qui ont peur de ce risque de piratage. 17% qui disent ces bilans de santé, ça ne doit pas quand même être bien fiable. Et vous avez la plus grosse partie, mais finalement, ça n'est qu'une partie de la population, qui disent je suis très méfiant et en plus, ça ne doit pas être très fiable, de 38%. Donc on est un petit peu, vous voyez, dans une situation de bascule. On est plutôt sur on a une population qui est plutôt on va dire très béotienne en la matière, qui a été très protégée, donc qui n'est pas tellement sur ses gardes, on va dire, qui n'est pas consciente des problèmes et des dérives possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a nécessité d'éduquer la population sur ces enjeux, parce que là, il y a vraiment un état de non-connaissance qui est assez fort. Et ce qu'on peut se dire aussi, c'est que quand même, avec tout ce qui se met en place en France, on peut se dire que les dérives qui existent aujourd'hui aux États-Unis, d'exploitation parfois un peu, on va sans doute y venir en deuxième partie, un peu excessive de ces données et pas forcément dans l'intérêt général et dans l'intérêt particulier des patients. Peut-être qu'avec notre système, on va être en avance finalement, contrairement à ce que... Enfin moi, c'est quelque chose c'est une option possible de se dire que finalement, avec ce RGPD, avec la constitution à l'échelle européenne d'un système bien protégé, avec des algorithmes puissants, de la technologie, etc., on va finalement être peut-être meilleurs que les GAFA. C'est une allégorie, les derniers seront les Alors, premiers. comment vous réagissez, Stéphanie Combe ou David Ruzon? Est-ce que vous allez communiquer, est-ce que ça fait partie des prérogatives de SDATAE pour expliquer les données de santé? Et nous saluons. Non, on va attendre un peu. Nous saluons Pierre-Alain Raffon. Merci de nous rejoindre. Oui, tout à fait. Il y a une mission qui est inscrite dans la loi en fait pour le Health Data Hub d'informer et d'accompagner le citoyen dans l'exercice de ses droits et plus généralement une politique de communication à faire pour ne pas rester strictement sur les aspects juridiques qui sont extrêmement importants et en même temps techniques, mais aussi sur les enjeux. Et je pense que c'est assez important de lui faire comprendre ce que ça pourrait lui apporter au quotidien dans l'accompagnement de sa vie de patient ou même de citoyen pour toutes les applications liées à la prévention qu'on pourrait voir. Les risques, on les a vus, on les suspecte. Les Français voient qu'il y a un risque, mais ils ne savent pas très bien à quoi ça correspond. Alors, Pierre-Alain Raffin, vous êtes député de l'Essonne, vous vous intéressez beaucoup aux données de santé et vous avez alerté la population, je dirais, et pris des positions. Il y a une crainte sur les données de santé, il y a une crainte sur le Health Data Hub. Expliquez-nous un peu votre position. Vous êtes député En Marche. Oui. Vous avez pas mal marché ce matin, paraît-il. Je pense que j'aurais été plus vite à pied. 3 heures pour faire 20 km, ça peut se faire. Vous confirmez que la grève est importante alors, M. Raffon? Elle a des impacts. Elle a des impacts. En tout cas, bienvenue. Alors, les données de santé, quelles sont vos craintes? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Nos craintes, elles ne sont pas que sur les données de santé, elles sont sur les données tout court. Le sujet, et on s'intéresse de très près en fait, au phénomène des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, et qu'on accouple aux stratégies parfois non avouées des grandes sociétés étrangères, que ce soit les GAFA ou BATX, parce qu'on sait qu'il y a une économie de la donnée
auquel on fait face à l'heure actuelle, et c'est l'économie de demain. On a des grands acteurs américains, comme Google par exemple, qui a racheté l'année dernière 400 startups qui traitent des données de santé. Donc on sent que c'est un objectif principal pour ces grandes sociétés. On sait qu'ils se développent, je pense que vous en avez parlé, tout ce qui est IoT, donc les objets, il y en aura 80 milliards selon Gartner en circulation en 2020. Les objets connectés. Et ça peut aller jusqu'à 6 objets connectés par personne, hein, en moyenne, avec les voitures, les vêtements, les enceintes et compagnie. Enfin, montre, téléphone, bref. Qui a un objet connecté sur soi? Moi, j'en ai aucun. Personne. Je ne peux pas donner mon secret médical. Téléphone portable est connecté. Il n'y a que le téléphone. On n'est pas très connecté ici, alors. Pour l'instant. Pour l'instant. Ou sinon, des fois, on ne le sait pas, mais on l'est quand même. Ah bon. Bon. Philippe, qu'est-ce que dis-tu? Et donc, au-delà de ça, il y a un vrai sujet sur la donnée. Et quand on a discuté du Health Data Hub avec les acteurs, en tout cas du numérique, parce qu'on fait des nuits de la souveraineté numérique à l'Assemblée avec les acteurs français et européens, ils nous ont alertés sur ces sujets qu'on n'avait pas forcément en tête. Donc oui, il y avait le sujet du Cloud Act, dont on a évoqué notamment dans le cadre de la loi bioéthique, avec les différentes ministres qui traitaient le sujet. On sait que M. Gruson faisait partie des auditions et nous a éclairé aussi sur le sujet. Et on avait déjà alerté en disant que même le RGPD ne répondait pas au risque du Cloud Act. Notamment, je crois que c'est l'article 48 de mémoire. Le Cloud Act, expliquez pour nous tous, c'est le risque. Alors, le Cloud Act, c'est un concept américain, et c'est le concept de l'extraterritorialité des lois. C'est-à-dire que sur une décision de justice potentielle, outre-Atlantique, les Américains, la justice, pour des raisons de sécurité ou autres, pourraient avoir accès à des données un peu partout dans le monde, à partir du moment où ces données sont stockées sur des clouds américains ou du matériel américain ou traité par des sociétés américaines. Alors, on arrive au cœur du sujet qui a été dénoncé par le journal Le Monde, la plateforme de la Discord. Les données du Health Data Hub vont être hébergées par Microsoft. Mais elles sont bien protégées. Mais le Cloud Act fait que les Américains peuvent aller fouiller, selon vous, dans les données du Health Data Hub. On a l'impression, M. Raffon, que ça ne vous a pas plu. Disons qu'une de nos responsabilités, c'est de protéger les Français. Alors, est-ce qu'il y a un vrai risque? Enfin, expliquez-nous un petit peu, puis il y en a, bien sûr, après, nous répondra. On aura toujours le débat, parce qu'on a rencontré différents acteurs sur le sujet, mais il y a un risque. Il est avéré. Parce que c'est concret, pour le coup, là. Et quand on regarde après la logique étatique sur certains périmètres, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a l'armée qui s'est désengagée des acteurs américains pour des raisons de sécurité. Donc l'armée se désengage. La gendarmerie se désengage de ces acteurs américains pour des raisons de sécurité. Le CEA se désengage des acteurs américains pour des raisons de sécurité. Donc si ces trois grands corps d'État se désengagent, on s'est interrogé pourquoi ne pas prendre le temps et repousser peut-être de quelques mois la mise en place du Health Data Hub pour répondre justement à ces risques potentiels. Et là était l'interrogation. Nous, on est pour le concept du Health Data Hub. C'est un engagement présidentiel. On veut que ça aille jusqu'au bout parce que ça servira forcément à la médecine. Mais pour vous, il ne faut pas traiter qu'une société étrangère et en particulier américaine. On s'interroge. D'accord. Et comme on s'interroge, on préfère alerter. Pourquoi pas prendre le temps de bien faire les choses pour s'assurer qu'il n'y ait pas une bombe à retardement qui jouerait sur la confiance. Oui. Stéphanie Combe, pourquoi Microsoft? Oui, et je rajoute simplement, d'autant que l'on a fait nous aussi notre petite investigation, vous allez nous confirmer si on a raison ou pas, mais quand on a interrogé d'autres grands opérateurs, je ne les cite pas, mais enfin tout le monde nous a dit, mais si, nous sommes prêts, nous sommes aussi prêts, je ne vois pas pourquoi, nous disent ces acteurs, pourquoi on a choisi une entreprise américaine. Alors, quelle est votre Stéphanie, réponse? comment votre réponse? Oui, alors déjà, moi je regrette qu'on n'ait pas eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là, parce que je pense que ça aurait pu être intéressant, mais il y a deux sujets. Voilà. En général, tout se fait sur les plateaux des contrepoints, Stéphanie. C'est là qu'il faut être. Donc, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la nécessité pour nous d'avancer vite, parce que sur le traitement des données de santé et son potentiel, on n'est pas forcément en avance, même si je
rejoins le point de Madame pour dire qu'on a quand même un certain nombre d'atouts qui pourraient faire qu'on soit un leader dans les années à venir sur ces sujets-là. Et une affaire telle que le Mediator, par exemple, le traitement des données de santé ont contribué à alimenter cette affaire-là. Et en même temps, le traitement du SNDS est aujourd'hui très complexe parce qu'on n'a pas les technologies à l'état de l'art pour gérer ces données. On parlait d'imagerie tout à l'heure. Il faut aussi une offre technologique de pointe, de la capacité de calcul, de la capacité de stockage, des outils pour développer avec des langages de programmation modernes. Donc moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le fait qu'on aurait pu se donner un peu plus de temps, d'autant qu'on ne parle pas nécessairement de moi. Les premiers dispositifs médicaux intégrant de l'intelligence artificielle ont été certifiés par la FDA aux États-Unis en avril 2018. On est déjà en fin 2019. Donc moi, pour moi, il y a un sentiment quand même, il faut y aller. Mais pourquoi pas d'autres hébergeurs alors ? Après, du coup, au moment où on s'est lancé dans cette aventure et on s'est dit on a un besoin d'offres de services technologiques pour le chaînage et les traitements, on a fait un tour de piste, évidemment, auprès des acteurs, avant tout français, et puis on a élargi. Pour nous, les critères, c'était déjà la sécurité. Donc la sécurité, c'est la certification hébergeur de données de santé et c'est le référentiel de sécurité du système national des données de santé qui est porté par un arrêté de 2017 et qui fixe des exigences élevées sur la traçabilité de tout ce qui est fait, la maîtrise des imports-exports, la double authentification et ces textes, aujourd'hui, ils n'étaient pas vérifiés par les acteurs français, en tout cas pas sur toute leur palette d'outils. En revanche, Microsoft, avec son offre Azure, était certifié hébergeur données de santé dès Stéphanie, cette époque. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que pour vous, il y a un risque avec le Cloud Act ou pas ? Pas du tout. Alors, du coup, juste pour... Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres hébergeurs quand même ? Donc, juste pour compléter, parce que justement, j'étais sur cette question d'offres. Donc, pour nous, à l'époque où, en tout cas, on a fait ce tour début 2019, il n'y avait pas d'autres compétiteurs sur la partie mise à disposition des données de santé en tant que plateforme data science, parce que moi, je suis ingénieur. Il y a une différence entre héberger des données pour une application ou fournir des données pour faire des traitements d'intelligence artificielle. Et que j'ai discuté avec certains industriels français qui me disent, nous, on fait des dossiers patients informatisés, donc on est capable de faire une plateforme data science, mais ça n'est pas le même métier. Donc, il y a quand même un enjeu de sécurité, un enjeu de fonctionnalité, des offres qui sont disponibles aujourd'hui et pas encore sur le secteur français. Il faut qu'on ait un débat, il faut demander là un petit peu. Donc nous, on a interagi pas mal du coup sur ce chantier avec la DINUM, la direction du numérique de l'État, sur notamment un travail de réversibilité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on part avec Microsoft, ils sont disponibles, ils sont au niveau requis de sécurité et de fonctionnalité. Comment demain on est capable de réverser, de changer. Ça avait été un Chinois, vous auriez dit oui aussi ? Nous, on n'a pas rencontré d'acteurs chinois. Après, du coup, je voudrais rajouter quand même un aspect là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup de Microsoft, mais c'est une brique d'une plateforme qui est composée de plusieurs briques et dont l'architecture a été conçue avec le haut fonctionnaire de défense et sécurité des ministères sociaux et en articulation avec l'ANSSI. On est sur quelque chose où on met en avant Microsoft, mais c'est donc un de nos prestataires. Donc vous maintenez votre position, c'est la bonne décision et vous allez évoluer, sur le Cloud Act, effectivement, on a bien regardé le point. Alors le Cloud Act, ça s'applique dans des instructions judiciaires qui portent sur une personne donnée et effectivement, si un acteur a une activité sur le territoire américain, on pourrait lui réquisitionner les données dans des cas très précis. Donc ensuite, on peut juger dans le cadre d'une analyse de risque si ce cas a de bonnes chances ou pas de se réaliser dans le cadre du SDataHub. Mais par ailleurs, nous, on a quand même un prérequis qui a été acté avec la CNIL à l'été 2018, qui est que aucune donnée nominative n'est hébergée dans le SDataHub. On est sur des données déidentifiées. Donc si on veut récupérer les données de Stéphanie Combe parce que je suis impliquée dans une affaire de terrorisme, on ne pourra pas accéder à mes données directement. Par ailleurs, elles sont chiffrées. Les clés de chiffrement ne sont pas à la disposition de Microsoft, elles sont gérées en extérieur de la plateforme. David Gruson, très court. Et une réponse de M. Raffan qui a pas l'air d'accord. Alors, David Gruson, très rapidement, Oui. qu'on comprenne bien s'il y a un risque ou pas, c'est tout simple. Alors, très rapidement, si vous me laissez peut-être juste 1 minute 30. Non, 45 secondes. Allez, 45 secondes. Il y a des questions de Renaud Degas aussi. Premier élément, la nationalité
d'un prestataire d'infrastructure numérique dans le cadre d'une infrastructure sous égide de pouvoir public et pas une donnée en soi discriminante d'un point de vue éthique. Ce qui est important, deuxième élément, c'est que ce prestataire amène se conforme à un cadre juridique applicable. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, vérifie un certain nombre de principes éthiques complémentaires. Alors, en clair, ça veut dire qu'il y a un risque ou pas ? Ça veut dire que tout dépendra de la supervision qui sera faite de ce prestataire, tout dépendra de la capacité du gouvernement français d'imposer le cadre juridique qui s'applique par rapport à des réglementations ou des régulations américaines. Et puis, dernier élément, je l'ajoute, là je m'exprime plutôt comme directeur du programme santé du groupe Jouve, qui est une boîte française avec un capital français. La vérité de la fonctionnalité du système, elle se dira aussi sur la capacité, au-delà du stockage des données, à générer du flux de développement d'activités pour des opérateurs comme Jouve, mais aussi comme d'autres. Parce que vous avez dans l'écosystème des données de santé des acteurs qui, aujourd'hui, supportent des coûts pour maintenir de l'emploi en France des data centers sur le territoire national. C'est un choix. La réalité du hub, elle se verra aussi dans la capacité, au-delà de la question du stockage des données, dont on peut comprendre qu'elle puisse mobiliser des capacités technologiques qui justifient un choix en faveur de Microsoft ou d'un autre opérateur. La réalité, elle sera une réalité d'exécution sur la capacité d'entraînement de l'écosystème des startups nationales, des entreprises intermédiaires. Mais est-ce que le Cloud Act, à votre avis, intimement, parce que c'est difficile la question, est-ce qu'il y a un risque ou pas ? Oui, non. À mon avis, le risque associé au Cloud Act est infiniment inférieur au risque qui serait celui de bloquer le Health Data Hub pendant un intervalle de temps. Là, c'est une réponse claire. C'est une réponse claire, mais encore une fois pragmatique. D'accord. Il faut bien mesurer qu'on a déjà en France le niveau de protection des données de santé le plus élevé au monde. D'accord. Si on se met à créer... tous les débats sont légitimes, il faut aller au bout de la réflexion, il faut apporter des éléments d'explication. D'accord, Pierre-Alain Raffan. Mais il ne faut pas bloquer l'innovation en France. Sinon, voilà. sinon elle se développera dans des cadres moins éthiques. Le Comité national d'éthique dit qu'il faut naviguer entre deux écueils, l'immobilisme ou l'innovation. C'est une ligne de crête à trouver. C'est très difficile. Pierre-Alain Raffan, vous êtes rassuré ? Vous avez bien fait de venir ? C'est toujours un plaisir de partager ce type de moment. Non, on est absolument pour l'innovation. Et si vous analysez en tout cas mes actions, on pousse à l'innovation, mais dans un périmètre sécurisé. Nous, ce qui nous importe sur ces sujets, et les données étant tellement sensibles, c'est la confiance des Français. D'ailleurs, pour faire le plan santé, Ma Santé 2022, avec une dématérialisation, en tout cas l'objectif complet des données de santé, on veut absolument une confiance totale. Et pour avoir cette confiance totale, on préfère préconiser de prendre un peu plus de temps sur certains sujets pour assurer cette confiance. Mais là, la réponse, elle est non. L'État continue. Quelle est la suite ? Quelle suite vous voulez donner ? Mais pour répondre à ce sujet, oui, il y a le sujet de la réversibilité, qui est apparemment dans le contrat. Je n'ai pas vu le contrat. Mais pour avoir travaillé une dizaine d'années dans des grands cabinets, notamment des systèmes d'information, j'ai jamais vu un programme de réversibilité être mis en œuvre. Parce qu'à partir du moment où l'acteur met le pied dans la porte, on connaît les stratégies. Donc Stéphanie Combe, c'est possible d'amener sur ce point précis ? Je suis désolée, moi aujourd'hui, on est dans un autre monde. La technologie, elle avance à une vitesse faramineuse et les boîtes américaines, par exemple, elles changent de cloud, de tout. Parfois d'une année sur l'autre parce que l'offre d'à côté est hyper compétitive. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir faire une versibilité simple entre un cloud platform as a service, qui est l'option qu'on a choisie, et un data center on-premise, donc sur place. Mais de toute manière, personne ne va chercher à faire ça. On est vraiment dépassé ce stade-là. Ce qu'il faut, c'est que demain, on ait un équivalent platform as a service français. Et il y a un certain nombre d'éléments qu'on pourra déplacer. Et il y en a d'autres qu'on devra reconstruire, mais qui seront mineurs, puisque c'est justement l'avantage de ces plateformes as a service, d'avoir des services managés. Nous, les briques qui nous appartiennent totalement, c'est aussi les briques de sécurité, puisqu'on ne se repose pas sur toutes les briques de sécurité de Microsoft pour avoir l'indépendance avec les prestataires. Mais cet exercice qui a été fait, il a été présenté à la DINUM, et je pense que c'était un exercice vraiment approfondi. Pierre-Alain Raffan, quelle suite vous avez donné là ? Oui, après, sur les deux autres sujets, oui. on va attaquer pour faire rapide, parce que je sais qu'il y a des questions qui arrivent. Oui. Sur l'identification également, pour échanger avec un certain nombre de professionnels du sujet, on n'a plus besoin d'avoir un nom et un prénom pour pouvoir identifier quelqu'un. Une dizaine de paramètres suffisent.
Donc, pour des raisons de sécurité, on pourrait nous dire j'absorbe les données pour reconstituer une histoire, les données d'une personne. Donc ça reste une deuxième inquiétude. Et le troisième, ce qu'on suggérait aussi, c'est au lieu aussi d'avoir une base de données absolument centralisée, c'est pourquoi pas repenser le S-Data Hub en laissant les données là où elles sont, dans les CHU, et d'avoir un algorithme qui va chercher les données sur des requêtes pour reconstituer les bases dont on a besoin. Ça permet de limiter les risques laissant les données. J'aimerais bien savoir ce que Madame Fournier en pense. De tout ça. Moi, j'ai juste deux petits points par rapport À la à ça. réponse à cette question, le oui. premier, c'est que nous, moi, j'ai été très séduite personnellement, notamment par la solution Hawkin. À l'époque, on a fait le rapport de préfiguration qui, justement, fait voyager des algorithmes de machine learning sur le plan théorique. Même s'ils commencent à mettre en œuvre des choses, on est à la frontière de la recherche. On ne sait pas exactement très bien dire ce qui se balade avec l'algorithme quand il se balade. Et donc, il y a des données de santé qui potentiellement sont transportées. Et pour que ça fonctionne, il faut absolument que les structures informatiques des différents acteurs, donc des CHU, soient compatibles avec le même niveau de logiciel, de sécurité, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'une start-up telle qu'Hawkin, elle installe ses serveurs dans ses CHU pour que ça puisse fonctionner. Donc, nous, on pense quand même que le S-Data Hub, avec un niveau de sécurité sur lequel on met un investissement financier important avec une opération par l'État de la mise à disposition des données, c'est quand même une garantie qui devrait faire monter le niveau de traitement des données de santé. Quand on discute avec certains chercheurs ou acteurs, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la norme. Le texte auquel je faisais référence de 2017, il est encore très peu appliqué. Et aujourd'hui, il y a des traitements de données de santé qui se font un petit peu partout dans le pays qui ne sont pas suffisamment sécurisés. Donc nous, on est plutôt sur monter le niveau de sécurité. Merci beaucoup. Et puis des questions C'est vrai qu'un algorithme qui se balade, ça fait un peu peur. Oui. Il faut admettre. Alors, Renaud Degas, les questions du public, une ou deux questions. Et on rapidement. terminera par un dernier Oui, tour de table. je sais que le temps est compté là, mais en fait, les questions reflètent exactement ce débat entre la confiance et la nécessité d'avancer. Ça, on voit très, très clairement. Peut-être, du coup, je retire une seule question. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que le S-Data Hub ? Parce que là, voilà, il y a cette question qui est arrivée et ça met un doute, ça met sur l'histoire de la confiance, ça ébranle les choses. Qu'est-ce que le S-Data Hub peut faire aujourd'hui comme communication, peut-être comme avance sur la reversibilité, pour rassurer et pour pas que ça devienne quelque chose de bloquant, parce que vous savez très bien que même si vous considérez que c'est anecdotique ou périmétrique, en fait, ça peut devenir quelque chose qui politiquement est bloquant. Donc ça, c'est la première question sur la confiance. Et après, j'ai une deuxième question complètement pratique, c'est est-ce que le Health Data Hub va être facilitateur par rapport à la CNIL, qui est vécu par certaines personnes dans la salle qui l'ont visiblement éprouvé comme un facteur bloquant sur les recherches. Qu'est-ce que c'est sur les ce données. terme de périmétrique, Renaud ? C'est l'ambiance qui vous fait dire ça ? Oui, tout à fait. Moi, je m'aligne sur David Grezon. Et moi, je complète, Pascal, est-ce qu'il y a d'autres hébergeurs aujourd'hui ? Vous avez traité en début d'année avec Microsoft. Est-ce qu'il y a d'autres hébergeurs avec lesquels vous avancez ? Et vous, vous pourriez en profiter pour incarner un peu notre débat, pour nous dire sur quoi vous travaillez là, Oui. Chaque sur le plan question, de- Vous me rappellerez les questions parce que... Allez-y. Et tout ça en 30 alors secondes, déjà, il la paraît. première Pascal chose, Sérion, les questions. effectivement, il y a un enjeu de communication, c'est très clair. En plus, le sujet de l'hébergement est arrivé. Donc, on en parle le plus possible au final parce que du coup, justement, il faut qu'on puisse faire comprendre aux gens qu'il y a un enjeu de compétences, il y a des choix technologiques qui ont été faits, que la protection des données est bien la priorité dans ce projet. Et on travaille avec Gérard Raymond, qui est à la fois le vice-président du Health Data Hub et le président d'un groupe de travail qu'on a monté avec des associations de patients sur notre politique de communication, justement. Et la première chose qu'on voudrait faire très, très rapidement dès début 2020, c'est publier les engagements du Health Data Hub vis-à-vis de la société civile, avec des engagements qui seraient vraiment traduits en facile à lire, à comprendre, pour qu'ils soient appropriables par tous. On est sur un sujet très technique, donc c'est pas si évident, et que les gens puissent vraiment comprendre de quoi on parle, c'est quoi le Health Data Hub, comment leurs données sont protégées, et aussi quels sont leurs droits et comment ils peuvent les exercer. Parce que si, après tout, ils n'ont pas envie que leurs données soient traitées à des fins de recherche dans le Health Data Hub, ils peuvent l'exprimer. D'accord. Alors, d'accord. Donc ça, Pascal, c'est le premier il faut qu'on avance, il faut qu'on conclue. Est-ce qu'il y a pour reprendre la question de Pascal, est-ce qu'il y a un sujet, un thème sur lequel les données de santé vont permettre d'avancer dans les 2-3 ans à venir? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? On va faire un tour de table en conclusion. Les données de santé, concrètement, pour les Français, pour les médecins, pour les pathologies, ça va servir à quoi? Un exemple
peu emblématique. Pour nous, ce qu'on voit, c'est que ça peut vraiment servir pour tout le monde, à la fois accompagner le citoyen, le professionnel de santé, le pilotage du système de santé. Moi, je peux vous donner un exemple de projet pilote, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus intéressant que d'autres, mais je le trouve assez visible. C'est le projet qui est porté par la start-up Implicity et qui utilise des données de pacemaker. En fait, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est développer des outils d'alerte pour notifier le professionnel de santé si la situation se dégrade pour le patient. Donc, ils ont des données de pacemaker qu'ils sont capables de traiter. Ils veulent les chaîner avec les données de l'assurance maladie pour détecter les complications et à partir de ces données-là, concevoir des algorithmes d'intelligence artificielle qui puissent donner lieu à des outils d'alerte. Vous avez un chantier sur le cancer qui est intéressant, non, je crois, sur le sarcome, non ? Oui, il y a un projet qui est porté effectivement par Jean-Yves Blé sur le sarcome. Le sarcome, c'est un cancer rare, donc la difficulté, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire d'essais cliniques. Donc l'idée d'utiliser une petite cohorte à parier avec les données de l'assurance maladie pourrait permettre vraiment de regarder l'efficacité des traitements sur des données de vie réelle et non pas essais cliniques qui ne sont pas vraiment possibles. Il y a 10 projets qui ont été retenus, qui fait partie effectivement des projets. Aussi le cancer du sein pour savoir quand faire Jean-Yves Blé qui vient d'être élu Pascal, on continue. David Gruzon, un thème que permettront d'aborder les données de santé. Un exemple et une proposition pour le hub, pour la régulation éthique. L'exemple, avec Etiquia, on accompagne l'Union française pour la santé bucco-dentaire. C'est un programme article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est une IA qui a été mise au point par une start-up qui s'appelle Dental Monitoring. C'est une start-up française. C'est une solution chouette. Le programme s'applique sur 48 EHPAD. Il fait une vidéo dans la bouche des résidents et l'IA redresse la vidéo sous forme de panoramique dentaire avec une détection du risque carieux et du risque inflammatoire. Ça paraît anecdotique, mais c'est très important. C'est majeur. Quand on connaît l'hygiène bucco-dentaire... si vous ne voulez pas avoir de problème cardiaque, il faut se laver les dents. Voilà. et donc, du coup, ce que l'on a proposé pour l'UFSBD, l'Union, la Société Savante, en gros, des dentistes, voulait mettre en place une régulation éthique. Et donc, vous savez que dans la loi de bioéthique, on a porté, et ça a été adopté par l'Assemblée, la notion d'une garantie humaine de l'IA. Pierre-Alain... La décision appartient à l'humain et c'est pas la machine qui va décider. Et la méthode qui va s'appliquer, qui s'applique maintenant à cette expérimentation, qui pourrait être transposée avec une formulation un peu adaptée, pourquoi pas pour le hub, c'est l'idée d'un collège de garantie humaine qui associe les professionnels et les représentants des patients. Tous les 3 mois, des chirurgiens dentistes, indépendants de la start-up, désignés par l'UFSBD, vont aller revoir des cas traités par l'IA. Pour s'assurer que l'apprentissage automatique reste maîtrisé au fil du temps, est-ce qu'il reste responsable éthiquement, efficace médicalement. Laure Fournier. Professeur Fournier. Une proposition, vous n'avez pas fait votre proposition ? La proposition, c'est de mettre en place un collège de ce type à l'échelle du d'accord. Laure Fournier, alors une idée. Alors comme on est un peu gourmand, je vais en donner 2, mais juste parce qu'ils ont des applications différentes. Il y en a une qui est, on va dire, parce qu'il posait la question à quoi ça me fait servir à moi. Nous, on souhaite faire un travail en particulier sur la pertinence des examens et le fait de pouvoir tout mettre ensemble. Évidemment, ça évitera les doublons, etc. Et offrir, dans un monde idéal, le bon examen au bon patient au bon moment. Ça, c'est très important. Ça, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui a un impact pour tous les jours. Et puis, d'un autre côté, quelque chose qui est beaucoup plus en amont, c'est sur la prévention. On est absolument convaincu que des patients qui ont développé une maladie à un temps T ont peut-être eu des examens 1 an, 5 ans, 10 ans auparavant. Et on veut examiner ces examens d'imagerie pour voir s'il n'y a pas de l'information beaucoup plus précoce pour permettre soit la prévention, soit le diagnostic plus précoce des maladies. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a un potentiel absolument énorme à ces bases de données qu'il faut encourager dans un contexte de sécurité. Alors, Pierre-Alain Raffan, malgré les craintes que vous avez, vous attendez quoi concrètement, une idée des données de santé ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus important que le Health Data Hub traite une fois qu'il aura résolu ses problèmes avec Microsoft ? Non, c'est un sujet global. Je reprends la phrase de l'amiral Coustillère qui dit que nous ne devrions pas confier nos données à des partenaires avec qui on ne partage pas une communauté de destin. Qui est cet amiral Coustillère ? C'est le responsable, un des grands responsables de l'armée, qui justement a pris la décision de retirer, en tout cas, l'armée de certains partenaires étrangers. Et donc, la préconisation, au-delà de la garantie humaine, et je remercie M. Gruzon, parce que c'est lors de son audition que ça nous a éclairé, on a ajouté des articles sur la loi bioéthique, sur le fait qu'à mon sens, on devrait prendre le luxe de prendre le temps pour assurer cette souveraineté numérique, parce que ça fait partie des discours aussi politiques qu'on mène, prendre le temps pour pouvoir construire, faire émerger aussi des acteurs
français, européens. On sait qu'ils en ont les moyens. Il y a beaucoup de boîtes européennes, et même si elles s'alliaient, qui pourraient répondre à ces sujets-là. Et on prend le temps d'assurer la confiance, parce qu'on est pour le concept du data pour la recherche, et c'est des sujets d'ailleurs qu'on va porter dans la loi programmation pluriannuelle de la recherche. C'est ce que vous conseillez au Premier ministre, Monsieur Raffon, prendre son temps, notamment avec les grèves des transports. C'est les messages qu'on passe à toute la grande famille politique, de prendre le temps. Vous savez que Monsieur Raffon, pour citer tout simplement Pierre Dac, la prévision est un art difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Bravo. Ça, vous le saviez. Bravo. Il faut voilà, conclure. on va remercier vous tous et puis en tout particulièrement nos partenaires. Alors en cette fin d'année, on va prendre son temps et on va les citer longuement. Nos amis de BVA, merci Odile d'être toujours avec nous. Canon Médical, Carte Blanche que j'ai cité, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision, CARE. Nous souhaitons à tous d'abord donc bon courage en espérant que les trains, Monsieur Raffon, vous êtes confiant, les trains vont repartir? Je peux vous répondre dans quelques mois. Bravo, en tout cas bonne fête à tous. Et Pascal, on ne désespère pas d'avoir la ministre de la Santé en début d'année. Oui, absolument, on va voir. Dites-moi, Philippe, simplement en nous quittant, est-ce que vous êtes un champion de taekwondo? Absolument. Vous savez ce que c'est que le taekwondo? Comme Pierre Dac. Oui. Pourquoi je parle de taekwondo? Parce que je crois que M. Raffon est un grand adepte de taekwondo. C'est quoi? C'est le taekwondo. Vous êtes 4e dan. 4e dan, arbitre international, c'est un art martial coréen. C'est un sport de combat, tout simplement. Et vous faites ça à l'Assemblée nationale? C'est utile? Vaut mieux. En fait, les arts martiaux, c'est bien parce qu'on peut bien se détendre, et on peut faire des bons combats dans des clubs et ça évite de les faire dans l'hémicycle. Bravo, merci à tous, bonne fête à tous et merci de votre fidélité. À bientôt et à l'année prochaine avec la ministre Agnès Buzyn.